Euh, Merci de nous accueillir ici. Donc, je m'appelle Timothée Stassin, je suis chercheur à GFZ, c'est le centre allemand de recherche en géosciences. Et si je suis ici, c'est parce que depuis l'année passée, on a des activités, on a installé des instruments et on commence à faire des mesures dans une des parcelles autour de la tour à flux à Paracou. Et à l'invitation de Benoît et de Niklas, on trouvait ça intéressant de on peut essayer de nous présenter. Donc, je vais un peu faire une vitrine de nos activités à Paracou et ailleurs. Et puis aussi, un peu présenter nos activités en général et voilà, de mettre des visages sur des noms, parce que j'entends parler de beaucoup d'entre vous et de recherches que vous faites, et d'avoir un moment d'interaction possible. Euh, je vais d'abord brièvement introduire le groupe de recherche dont je fais partie, ainsi que le centre de recherche. Je vais déposer ça. Ainsi que les activités et les instruments qu'on a installés, qu'on est en train d'installer à Paracou. J'ai amené quelques objets à vous montrer pour regarder par après. En particulier, on a fait du TLS, on installe des lidars pour faire du monitoring, on a installé des antennes GNSS pour déterminer la vegetation optical depth et ainsi que des dendromètres. Je parlerai comment est-ce que ces mesures et ces instruments s'intègrent aussi dans une logique de réseau. On essaie d'installer ce genre d'instruments et de faire ce genre de mesures à plusieurs endroits, principalement à d'autres sites COS. Euh, je parlerai brièvement des drones qu'on a et un premier exemple de projet de recherche d'un de nos étudiants qui utilise des données qu'on a euh, obtenues l'année passée à Parakou. Euh, pour moi, on peut avoir une discussion assez informelle, donc si vous avez des questions, n'attendez pas spécialement la fin. Arrêtez-moi en temps. Et puis peut-être les questions des gens sur Zoom, on les prendra peut-être plutôt à la fin parce que je ne suis pas sûr de pouvoir les voir en cours de route. Alors, moi je travaille pour le GFZ, Geoforschungszentrum en allemand. C'est donc le centre de recherche allemand en géosciences. C'est un des gros centres de recherche en géosciences. Donc ça va de géodésie, géoénergie, géoinformation. C'est plus de 1500 personnes aujourd'hui, donc beaucoup de staff. C'est un centre de recherche public. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment est-ce que la recherche est financée publiquement en Allemagne, parce que c'est au moins aussi compliqué qu'en France. Mais donc, on a un centre de recherche public. On est principalement installé à Potsdam, juste à côté de Berlin. Potsdam, moi, je compare un peu ça au Versailles de Paris, parce qu'on a aussi un très grand château. C'est une autre ambiance de Berlin. Et en fait, on est sur la Telegrafenberg, donc la montagne du télégraphe, parce qu'il y a un ancien télégraphe qui était installé là. Et c'est un site de recherche scientifique qui a déjà plus de 100 ans. Et entre autres, on y a mesuré pendant tout un temps la constante de gravité. C'est là que la référence a été mesurée pour la constante de gravité. Et il y a aussi la Einstein-Turm, donc la tour d'Einstein qui a été construite là, où il y a tout un tas de mesures qui ont été faites pour valider sa théorie. Donc c'est un lieu très historique, c'est assez intéressant, c'est un bel endroit. Et donc nous, donc il y a encore deux autres choses. Donc on est aussi connu pour le modèle du champ de gravité de la Terre qui est mesuré euh, chez nous. Et aussi on est les responsables scientifiques de Nmap, qui est un des premiers euh, satellites hyperspectrales. Il n'a pas un couvert continu, donc c'est une mission qui fait du sampling. Donc, on peut demander d'obtenir des données à différents endroits. Sûrement Paraco a déjà été survolé aussi. Et donc, nous, on s'occupe de la composante scientifique, tandis que la composante de la mission satellitaire est gérée par le centre allemand, le centre spatial allemand. Je n'ai pas l'habitude de présenter ceci en français. C'est pour ça que je bute parfois un peu sur certains termes. Mais, euh, mais voilà, ça devrait aller. Euh, donc nous, on est le Global Land Monitoring Group. C'est un groupe qui a été lancé par Martin Herold il y a 3 ans. Donc on a un groupe assez jeune, ce qui est assez chouette. Il y a une chouette dynamique.
Et c'est aussi, dans cette optique-là, on est en train de mettre beaucoup de choses en place, typiquement l'infrastructure qu'on fait ici. Donc, je vais aussi principalement parler euh, de projets ou d'installations qu'on fait ou de collecte de données, parce qu'on on n'est pas encore au stade où on a beaucoup de publications sur le sujet. On est dans une logique de développement et de mise en réseau. Et on a trois axes principaux. Le premier, c'est Large Area Monitoring, où on se concentre typiquement sur, il y a un de mes collègues, Simon Bénard, qui a fait une cartographie de l'âge des forêts. On essaye d'intégrer des données Sentinel, JEDI, qui est donc la mission satellitaire qui fait du LIDAR, données hyperspectrales aussi, pour essayer de modéliser ou de comprendre tout un tas de paramètres dans les forêts. On travaille aussi à mettre nos travaux en lien avec les législations en cours. Typiquement, on a été fort impliqué on est encore dans la EUDR, donc la nouvelle législation européenne sur la régulation de la déforestation. On est aussi en collaboration étroite avec la FAO. Daniela, qui est à gauche sur la photo, est la responsable scientifique du GFOI, le Global Forest Observatory Initiative, où là, typiquement, une de leurs activités, c'est par exemple de promouvoir l'usage des cartes de biomasse par les différents pays pour les aider dans la quantification de leur forêt et de la quantité de biomasse qu'ils ont. Et après, donc, le troisième axe, qui est celui que je vais présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le in situ and proximal sensing. C'est toutes nos activités sur le terrain, que ce soit des campagnes de collecte de données ou de l'installation d'instruments. Et dans une logique aussi d'intégration à plusieurs échelles, donc les mesures au sol, puis des mesures faites avec des drones aériennes ou bien satellitaires, que ça puisse servir par exemple à de la calibration ou de la mise à l'échelle. Alors, les personnes impliquées dans Paracou, donc il y a Martin Herold, qui était professeur pendant 12 ans à Wageningen, aux Pays-Bas, et qui donc maintenant est devenu le responsable de la section chez nous. Il y a Benjamin Brede, qui était, je crois, à l'initiative de la collaboration ici avec Paracou, avec Géraldine. Et donc Ben lui a fait sa thèse, et maintenant il est le responsable de toutes les activités in situ, donc il est responsable un peu du pôle scientifique, mais il peut moins se joindre à des campagnes parce qu'il a des enfants en bas âge, et donc c'est à ce moment-là que moi j'ai pris un peu le relais. Mes activités scientifiques sont sur d'autres projets de recherche, mais j'avais une certaine expérience de terrain. J'ai travaillé, entre autres, en Antarctique, à la station belge comme ingénieur. Et donc, il m'a confié, en fait, les activités à Parakou. Et vous avez sans doute certains d'entre vous rencontré Linda et Johannes l'année passée qui faisaient partie de la campagne. Et cette année, je suis accompagné de Thomas. Euh, Là, maintenant, je vais passer en revue nos différentes activités. Donc, l'année passée, on a fait un scan complet en TLS de la parcelle, je pense qu'on l'appelle Tropiscat ou CNES, euh, avec un Rigel VZ400i. Euh, Ça nous a pris une grosse semaine, on a fait plus de 500 points, mais ce qui était intéressant, c'est que grâce à ça, euh, on peut avoir maintenant un modèle 3D complet de cette parcelle. Donc là, on peut voir la tour, comme ça, avec un screenshot du modèle 3D. Et en fait, on est aussi ici dans une logique de mesurer ça à plusieurs points dans le temps. Donc Ben était venu, je crois, il y a 4 ou 5 ans faire une première campagne de TLS sur cette parcelle-là. Et donc ici, on en a fait une l'année passée. Et à mon avis, on sera intéressé à continuer à la faire à intervalles réguliers dans le futur. Euh, TLS, c'est la technologie LIDAR. Donc, tu utilises un laser pour en fait savoir à quelle distance se trouvent les objets. Un TLS, il va mesurer à 360 degrés et tu vas mesurer à différents endroits pour avoir différents angles de vue. C'est comme si tu prenais une photo et que tu voulais avoir tous les angles de vue sur chaque objet dans ta forêt. C'est pour ça qu'on a vu que la forêt est extrêmement dense. Ici, on faisait un point tous les 5 mètres. Tandis que dans des forêts en métropole, on fait un point tous les 10, 15, 20 mètres.
Et donc le lidar en tournant, en fait, il émet des millions, voire des milliards de points. Et chaque fois, il enregistre euh, la distance à laquelle se trouve le premier ou le second ou le troisième objet. Et grâce à ça, en fait, donc, tu as un nuage de points. Et quand tu as ton nuage de points, après, tu peux commencer à faire de la segmentation des arbres, par exemple. Et donc là, tu peux utiliser des modèles, typiquement, euh, les modèles, les premiers modèles, c'était des modèles où ils utilisaient des cylindres concentriques et puis après des embranchements pour essayer en fait, de reconstruire chaque arbre dans la parcelle. Euh, Ici, on est sur du lidar, donc c'est pas du TLS. TLS, c'est typiquement sol. Là, on est sur un UAV, donc c'est un drone. Et ça, c'est un de nos sites de recherche qu'on gère, nous, dans le nord de l'Allemagne. C'est notre tour, c'est une grue qui nous permet en fait de pouvoir aussi échantillonner à différentes hauteurs dans la canopée. Et voilà, ça, c'est un arbre par exemple, qu'on a reconstruit euh, du nuage de points complet, du modèle 3D. Bon, ça, c'est juste une visualisation pour les présentations, mais ça permet après de faire de dériver tout un tas de paramètres à l'échelle de la parcelle ou à l'échelle de l'arbre. En fait. Et donc là, la motivation en général pour le LIDAR, ça a été que c'était une TLS, c'était une façon non destructive d'obtenir tout un tas de paramètres sur les arbres, que ce soit la hauteur des arbres ou une fois que tu as segmenté chaque arbre, tu peux en fait calculer son volume. Et si tu connais la densité moyenne du bois pour cette espèce-là, en fait, tu peux aussi obtenir la quantité de carbone qu'il y a dans son bois ou dans sa biomasse. Et donc ça, c'est juste deux courbes qui montrent qu'il y a une très bonne corrélation entre les mesures faites sur base de lidar et les mesures faites dans les inventaires forestiers. Une autre chose, une fois qu'on a la 3D complète d'une parcelle, ce qu'on peut faire, c'est on peut prendre un plan à 1 mètre ou 1 mètre et demi de haut. Et donc, c'est ce qu'on voit ici sur la photo de gauche. Ça, c'est une section horizontale à 1 mètre ou 1 mètre et demi. Et sur base de ça, en fait, on peut identifier les arbres qui auront à leur tronc, parce que typiquement, ce seront enfin, des cercles ou aussi des étoiles en fonction des espèces qu'on a. Et ce qu'on a fait après, c'est pour chacun de ces arbres, on a été dans la parcelle avec une antenne GPS pour digitaliser en fait le numéro de chaque arbre. En fait. Donc l'inventaire forestier que vous avez peut-être sous forme de carte, en fait, nous, on l'a digitalisé pour que, en fait, non pas la parcelle, mais aussi chaque arbre soit géoréférencé. Comme ça, si on installe des instruments sur chaque arbre, on peut le retrouver dans le modèle 3D, on sait aussi où il se trouve dans la parcelle, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle du stem mapping. C'est vraiment quelque chose de très complémentaire à relever en TLS. Et voilà. Euh, donc là, j'arrive maintenant à une autre forme de TLS. Donc le TLS, comme vous l'avez vu, on vient une fois tous les 2, 3, 4, 5 ans. On mesure 1 hectare complet en faisant 500 points. Il faut une équipe qui se déplace. Euh, mais on est aussi impliqué dans le développement de technologies pour faire plus du monitoring. C'est-à-dire, l'idée, c'est de réduire la, non, réduire la composante spatiale des mesures. Donc, on va juste avoir un lidar stationnaire et autonome, ce qui permet en fait de mesurer non pas tous les 2, 3, 4, 5 ans, mais tous les matins, tous les soirs, de façon autonome. Mais on pourra plus reconstruire de 3D complète. On aura juste l'environnement direct de ce lidar. Et donc là, ça devrait montrer. C'est un exemplaire que vous avez là. Et donc là, il va juste scanner autour de son point. Il va faire de façon hémisphérique. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, il y a pas mal euh, on n'a pas besoin à chaque fois d'avoir un modèle 3D complet d'une parcelle, mais il y a tout un tas de paramètres qu'on peut dériver sur base
d'un scan hémisphérique et qui permet de dériver tout un tas de paramètres intéressants tels que le PAVD, PAI et ainsi de suite, ou sur la phénologie. Donc là, vous avez une idée du PAI en fonction du mois, du PAVD en fonction de la hauteur dans la canopée et du mois. Et ici, vous avez juste les représentations hémisphériques. Ça, c'est une vidéo, ça, c'est les données brutes d'un des trois livres qu'on a installés dans la parcelle. Ça ressemble à ça quand on les plot, enfin, et ça, c'est donc les premières analyses sur base des livres dans la parcelle. Et donc là, on a typiquement le PAI en fonction du mois. Et ici, il y a eu une interruption parce que je crois qu'il y avait un problème avec le livre. Mais on a un étudiant qui va commencer ici à la fin de l'année sur l'analyse de ces données. Donc, alors, je suis malheureusement pas la bonne personne pour répondre à ces questions parce que moi, je ne m'occupe pas de l'aspect scientifique. Je ne sais plus si c'est un ambassadeur représenté. Je suis sûr qu'il y aura d'autres personnes qui le sauront. Euh, le PAI, c'est le Plant Area Index. Je crois que c'est une mesure du PPN. Et le PAVD, c'est lié à la Plant Volume Density. Je ne vais pas dire pas dire de bêtises. Mais en tout cas, cet instrument-là permet de le mesurer avec à haute fréquence. Là, je vais passer à la technologie suivante. Donc là, c'est plus du LiDAR. Là, ce qu'on va utiliser, ce sont des antennes GNSS. Donc, c'est une technologie qui existe depuis très longtemps pour se positionner. Et nous, on ne va pas être intéressé par le positionnement, on va être intéressé par le fait que la canopée atténue le signal GNSS. Vous avez déjà tous vous rendre compte, quand vous êtes dans la forêt, pour avoir un bon signal GPS, c'est compliqué. Eh bien, en fait, on va utiliser donc l'atténuation de ce signal comme signal. Donc, pour ça, on va mettre une antenne de référence au sommet de la tour et 5 antennes dans la parcelle, ce qui vont nous permettre de pouvoir donc mesurer l'atténuation de ce signal parce qu'elle est corrélée au taux d'humidité dans la végétation exprimé comme Vegetation Optical Depth. Et donc ici, la recherche est plus sur l'usage donc en fait, de ce nouveau signal plutôt que sur l'instrumentation en elle-même parce on utilise des antennes, une technologie qui a été éprouvée. Et en fonction de à quelle échelle de temps on regarde, on lit les données, on peut avoir des informations sur différents phénomènes, sur, sur les précipitations interceptées, sur la quantité d'eau contenue dans la canopée, et puis même à l'échelle de semaines ou de mois sur la structure de la canopée. Et donc, s'il y a le T derrière GNSS, c'est pour le transmissivity. Donc, on regarde en fait, la transmission du signal à travers la canopée. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on installe ces antennes principalement à les City Coast, parce qu'il y a en fait toujours alors une tour pour laquelle on peut mettre notre antenne de référence au-dessus de la canopée. Euh, Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas juste une mesure de transmissivité par antenne, mais vu que chaque antenne se connecte à tous les satellites GNSS disponibles à ce moment-là, on a aussi une mesure directionnelle. Et en fait, en comparant l'antenne de référence et l'antenne au sol, euh, quand elles se connectent à un même satellite, on peut regarder, en fait, on peut avoir une mesure directionnelle qui permet derrière d'avoir des plots ici en coordonnées polaires. Donc ici de la VOD, mais en fonction donc de l'hémisphère projeté. Et là, bon, ici, on n'est pas à Paracou, c'est pas les bons arbres. Mais donc, ça permet en fait d'attribuer d'une certaine façon quand même la VOD à, euh, à certains arbres ou certaines zones autour de l'antenne. Et là, par contre, c'est les premières données de Paracou de nouveau, où là, c'est la VOD, je crois, en moyenne en fonction de l'heure du jour. Et donc, on peut voir la fluctuation entre le matin et fin de journée.
enfin, on a aussi installé des dendromètres l'année passée. Donc l'année passée, on a installé les dendromètres du milieu. Et ça, ce sont des dendromètres qui sont déjà dans la parcelle, mais je crois qu'il est question d'en réinstaller du même type. Et cette année, parce qu'on a eu des problèmes, enfin des problèmes, on notait on voulait confirmer les données qu'on avait. On a acheté un autre modèle en plus. Donc là, en fait, on a plutôt une logique d'intercomparaison de technologies parce que ces trois dendromètres ont aussi trois budgets significativement différents. Et pour voir un peu la précision de chacun des instruments, leur fiabilité, euh, et ainsi de suite. Et pourquoi est-ce qu'on installe des dendromètres? C'est parce qu'en fait, le signal de VOD qu'on obtient des antennes GNSS euh, est fortement corrélé au Tree Water Deficit. De nouveau, ne me demandez pas ce que ça signifie en détail, mais donc là, avec la FED, on a une idée de la quantité d'humidité dans la végétation, mais faire des mesures au niveau de l'arbre, que ce soit avec des dendromètres ou des flux de sève, c'est extrêmement complémentaire et ça permet à tout un tas de recherches. Et donc, si l'année passée, on a installer des dendromètres, c'est parce que, de nouveau, là, on choisit les sites où on installe nos instruments aussi en fonction de l'infrastructure qui est déjà présente. Et vu qu'il n'y avait pas d'endromètre ou de flux l'année passée, ben, on a décidé cette fois-ci, nous, les installer nous-mêmes. Mais j'ai entendu qu'il y avait des projets de réinstaller d'endromètres ou des flux de sève. Et donc, c'est en tout cas super complémentaire avec les antennes GNSS. Et je crois que c'est le fait peut-être de comparer déjà les trois types de dendromètres sera aussi très utile peut-être dans le choix des technologies. Alors maintenant, je vais parler un peu justement de comment est-ce la mise en réseau. Donc ici, le premier réseau, c'est le réseau StructNet, dont Benjamin Brédé, mon collègue, est un des coordinateurs. Et donc ça, c'est un réseau qui se concentre sur le suivi de la structure de la forêt, principalement à travers le développement du livre comme instrument. Et donc là, on peut voir, là c'est le statut en février 2023 des différents sites. Donc là, Parakou était encore n'était pas encore installé en orange, entre-temps il est passé au vert. Mais on peut voir que la plupart des sites sont soit en Australie où les lifts ont été développés et sont encore fabriqués, ou en Europe où il y a une grande partie du réseau StructNet qui se situe. Et Parakou est assez unique à ce niveau-là, c'est que ce sont les premiers lifts qui ont été installés en forêt tropicale en Amérique du Sud. Et ça nous permet aussi un retour aussi sur la fiabilité de ces instruments, parce que en fait, il y a de la recherche à différents niveaux, mais il y a aussi de la recherche instrumentale. Et, et donc là, typiquement, celui que vous avez là devant vous, il a pris l'eau et il va être renvoyé pour analyse. On va en recevoir un nouveau. Mais donc, Parakou, pour nous, est aussi un site extrêmement important pour pouvoir tester aussi tous ces instruments dans des conditions de forêt tropicale. Donc, oui, ça, c'est tous les partenaires du réseau. Je crois qu'il y en a encore plus maintenant. Pour répondre à ta question sur la PAI, PAVD, ainsi de suite, donc il y a ce papier qui a été publié l'année passée, qui justement, c'est un papier plus d'intention, où ils ont essayé de démontrer l'intérêt qu'il y avait à développer ce genre d'instrument, à, euh, à augmenter la temporalité des mesures, quitte à réduire, ne plus avoir un modèle 3D complet, mais juste avoir les données hémisphériques. Et, et donc, dans ce papier, ils montrent comment est-ce qu'avec des TLS, ils ont fait des mesures toutes les semaines de façon manuelle. Ils allaient chaque jour ou chaque semaine dans une même parcelle faire ces mesures pour un peu voir, OK, si on augmente la fréquence, qu'est-ce qu'on peut en sortir. Et donc, c'est un peu voilà, c'est un papier plus d'intention. C'est une perspective. Mais c'est très intéressant pour comprendre l'intérêt qu'il y a derrière le fait de faire du monitoring avec du LiDAR. Et effectivement, les prochaines étapes dans le réseau, c'est plus des étapes justement de standardisation. On accumule beaucoup de données pour l'instant. Donc, il y a un site web qui a été lancé. Je crois que le but aussi, c'est de mettre les données en commun. Et donc, au niveau du réseau, ils sont aussi donc, fort occupés maintenant à essayer de rendre les données comparables et, euh, et ainsi de suite.
Euh, Ce que je peux aussi dire au niveau du, du livre, c'est qu'en fait, nous, on est occupé de notre côté à essayer de développer un équivalent fabriqué en Europe, parce un des facteurs limitants à l'heure actuelle, c'est la vitesse à laquelle ils sont produits. Et aussi dans une logique de tester différents designs. Euh, on a trouvé un fabricant qui serait intéressé à développer un prototype avec nous. Et on devrait avoir cinq prototypes à tester l'année prochaine. Et par un coup, ça pourrait de nouveau être un site particulièrement intéressant pour d'une part faire la comparaison avec le Leaf en direct et aussi pour les conditions en forêt tropicale. Euh, alors, pour les antennes GNSS, de nouveau, là, c'est les seules qu'on a installées en dehors de l'Europe continentale, c'est à Parakou. C'était aussi les premières qu'on installait, donc c'était un bon crash test. C'était assez facile pour convaincre les différents gérants des stations ICOS de leur dire bah, on en a installé 5 à Parakou, ça s'est bien passé, c'est du sérieux. Et donc là, ben, cette année, on a installé quelques sites en Allemagne et puis moi, j'ai personnellement installé encore 4 sites, un aux Pays-Bas, à Lobos, un en Forêt-Noire, et puis aussi en France à Font-Blanche avec Guillaume Simioni et Olivier Marlois, euh, et puis à Majadas en Espagne. Et la logique là, c'est aussi d'essayer d'avoir des antennes dans différents types de forêts, types d'écosystèmes. Euh, et on envisage d'en installer encore 2 ou 3 nouveaux sites l'année prochaine. On parle peut-être d'aller au Ghana pour avoir un site en Afrique, peut-être Font-Blanche, j'en discutais avec Benoît. On a aussi un kit mobile pour là maintenant quand on fait une campagne en TLS, en fait on installe aussi des antennes pour la durée des mesures pour aussi avoir ces données complémentaires en direct. Parce qu'au final, on peut le rendre les mesures assez autonomes avec des batteries. Voilà, c'était la camionnette au début de la tournée. Et donc la tournée elle a commencé aux Pays-Bas, à Lobos. Ça, c'est une collaboration aussi avec Suzanne Steele Dune de TU Delft. C'est pour ça qu'il y a à chaque fois un doublon d'antennes. Où ici, on regarde de nouveau deux antennes similaires, mais des budgets différents. Là, on essaie un peu d'affiner la technologie parce que eux utilisent par exemple ici des sticks en carbone. Nous, on est sur du métal. Est-ce que ça a des influences? Donc là, on est sur un site d'intercalibration. Et aussi, Suzanne Steele Dune va aussi installer des antennes à plusieurs sites et elle est plus dans une logique de faire le lien entre les données de VOD mesurées au sol et les données obtenues de façon satellitaire. Après, Hartheim, ça, c'est le site ICOS en Forêt-Noire, à côté de Freiburg. C'est les montagnes du Jura, on est dans la plaine du Rhin, avec la tour à flux qui se cache ici derrière. Et en fait, à chaque fois, on a installé des antennes GNSS, mais on a aussi prévu l'infrastructure pour pouvoir mettre soit des livres, soit notre alternative aux livres qu'on est en train de développer. Ce qui fait que pour tous ces sites-là, en fait, dès qu'on reçoit des nouveaux instruments, a priori, tout est prêt pour que les techniciens ou les techniciennes sur place puissent les installer. Parce qu'on essaie aussi un maximum de, de développer une collaboration forte avec les personnes sur place, parce que ça n'a pas de sens que ce soit chaque fois nous qui allions sur le terrain. Euh, et donc, cette logique de mise en réseau, c'est aussi une logique de partenariat. Là, on est à Font-Blanche, la Méditerranée ici derrière. Euh, et la dernière site, c'est Majadas de Tietar, c'est en Extrémadure, c'est dans le sud-ouest de l'Espagne. Et c'est un site qui est particulièrement intéressant parce que c'est ce qui se rapproche le plus, d'une certaine façon, d'un paysage de savane. C'était une forêt de chênes à couvert continu il y a encore une centaine d'années. Ils ont retiré 80% des arbres pour en faire du pastoralisme. Et donc, c'est là, on a à chaque fois mis des antennes qui permettent là de faire des mesures au niveau de l'arbre. Là où, euh, là où à Paracool, la canopée est tellement complexe qu'on a juste mis
les antennes dans un schéma en étoile pour avoir en fait des mesures sur tout l'hectare de la parcelle. Ici, on est en mesure de pouvoir attribuer le signal GNSS de chaque antenne à un arbre en particulier. Et c'est un site qui est géré par la Max Planck Institute de Jena. Et ils ont sur chacun de ces arbres dendromètres plus de sève. Et donc là, on espère avoir des données donc, au niveau de l'arbre assez intéressantes et complémentaires. Et un dernier réseau, qu'est-ce ça qui est en voie de développement, c'est Remotrice. Et là, le but, c'est de développer des instruments autonomes pour justement faire du monitoring en forêt, pas à des sites ICOS, mais à des sites particulièrement difficiles d'accès. Donc ça, là, l'idée, c'est plutôt de se baser sur des communications satellites et donc un peu des logiques IoT. Euh, un premier prototype, c'était le Tree Talker qu'on avait prévu d'installer l'année passée, qui avait déjà un capteur de transmissivité et un capteur d'humidité dans le sol. Il y avait un certain nombre de problèmes avec ces prototypes. Donc, on a décidé de ne pas les installer à Paracourt parce que bah, typiquement, je trouve qu'au niveau de leur imperméabilité, on n'avait pas des garanties suffisantes. Mais il y a le processus de développement suit son cours. Et de nouveau, là, le responsable du projet nous a demandé de proposer une liste de sites pour pouvoir tester ce genre, enfin, les futurs prototypes. Et à nouveau, Paracoup pourrait être un site particulièrement intéressant pour nous pour ces instruments-là. Euh, et ça, c'est notre vitrine des drones. Donc, on fait principalement du lidar en drone. Et depuis cette année, on a notre drone hyperspectral qui vole. Et donc, pour le lidar, vous avez vu par exemple la vidéo que je vous ai montrée. Donc, ça, c'est le genre de capture qu'on peut faire. Et avec l'hyperspectral, pour l'instant, on se concentre principalement sur l'analyse du soil carbon, du carbone dans le sol, sur base de données hyperspectrales. Et aussi faire le lien avec l'équipe Nmap dans le département. Nmap, le satellite hyperspectral. Et d'autres lignes de recherche. Il y en a une en collaboration avec Theia Kattenborn, qui est à Freiburg, là où il y avait le site de Hartheim. Et lui, typiquement, s'intéresse à la distribution des angles de feuilles mesurés par des caméras. Et là, on a un exemple là, c'est l'angle moyen de la feuille en fonction de l'heure de la journée. Euh, et puis ici, ce sont plutôt des études de simulation pour, par exemple, mieux comprendre où et comment placer les instruments dans une parcelle. Pour l'instant, je disais à Parakou, on les a distribués en étoiles. À Lobos, aux Pays-Bas, on les a mis sur une ligne pour faire plus un transect. À Machadas, on les a mis sur chaque arbre, mais enfin, on est encore au tout début. Et donc, tout savoir qu'on peut compiler à ce niveau-là est intéressant. Et puis aussi sur bah, la calibration, arriver à quantifier la fiabilité de ces données. Et pour terminer, ça c'est donc on a un étudiant de master qui fait son mémoire sur deux choses qu'il a essayé de mettre en lien. C'est donc la distribution globale des vertébrés planeurs, donc typiquement les écureuils volants en font partie. Et parce qu'il y a une grande disparité à travers la zone tropicale sur la quantité de ces espèces qu'on peut rencontrer. Et enfin, ça a été comme explication, une explication a été proposée qui dit que ça pourrait être lié à la hauteur des arbres, à la densité des arbres ou à la structure de la forêt. Et donc, lui, en fait, utilise les données TLS, dont celles de Parakou. D'autres, on a obtenu au Ghana, et puis à Bornéo, et le quatrième, je ne sais pas, à travers des partenaires, pour ne pas s'intéresser au volume plein, donc c'est pas essayer de reconstruire les arbres pour typiquement déterminer la biomasse, mais plutôt l'inverse, donc le volume vide dans le volume vide qui est en fait le volume qui est utilisé par ces vertébrés planeurs ou les oiseaux et qui est en fait quelque chose qui est aussi euh, assez novateur à analyser. Et donc, il regarde
sur base de ce volume vide, les trajectoires de vol possibles, la connectivité de ces volumes. Enfin, et donc, il essaie de voir, de reconstruire des volumes de plus en plus gros, de voir comment est-ce qu'ils sont connectés et de voir dans quelle mesure est-ce qu'il y a des différences peut-être à travers les tropiques. Donc là, on parle vraiment de structure de la forêt. Et est-ce que ça pourrait être mis en lien avec cette disparité dans la distribution de ces espèces? Je trouve un chouette projet pour lier un aspect plus écologique à un aspect assez technique, parce que c'est beaucoup de modélisation au final pour reconstruire l'espace vide. Et enfin, je crois que nous, toute l'équipe, on voulait remercier Benoît qui nous aide à porter tous les instruments qu'on a déployés dans la forêt. C'est vraiment précieux. Comme je disais, on est dans une logique de développer des partenariats et dans les différents sites qu'on a, et en particulier ici, c'est super de pouvoir avoir des gens à l'écoute, motivés et compétents. Donc ça, c'est vraiment super. Merci beaucoup, Benoît. Et enfin, voilà, je voulais vous remercier pour votre attention et vous dire que vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser maintenant. Je peux aussi vous montrer les différents instruments que j'ai apportés. Et enfin, pour tout ce qui est questions en lien avec la science possible par tous ces instruments ou ces mesures, les collaborations, les demandes de financement, TLS, oui, drone, il faut plutôt s'adresser à Ben. Moi, je suis plus le responsable de ce qu'on fait ici, donc les installations en pratique et la campagne. Voilà, vous avez mes adresses mail, n'hésitez pas. Et voilà, c'est la fin de ma présentation. Bah, j'aurais plein de questions, évidemment, mais merci Timothée. Euh, Peut-être je les adresserai directement à Ben, à Benjamin Braid, pour pas t'embêter avec des considérations de collaboration et des choses qu'on fait déjà sur le suivi par drone, le suivi LIDAR, le suivi TLS, etc. dans la parcelle, mais donc que Ben connaît bien. Donc il y a évidemment plein de synergies à chercher, de choses à faire ensemble. Donc c'est, on était dans la parcelle il y a 2 semaines à voir vos jolis lidars se prendre des branches et des arbres qui tombent. Là. Mais donc bah, voilà, on est super intéressés. Et, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter plus de ça, quoi. Donc c'était pas vraiment une question. Merci Nicolas. Mm. D'autres questions? Non, je voulais juste commenter qu'il faut donc bien évidemment pas hésiter à contacter Ben pour tout ça. Et d'autre part, moi, je serai pour les 7 semaines à venir à Montpellier pour mon projet de recherche à la maison de la télédétection. Mais enfin, je crois qu'il y a pas mal de chercheurs euh, en lien avec les activités à Paraco qui sont basés à Montpellier et que ça peut être aussi une bonne occasion de les rencontrer en personne. Pas hésiter à passer le message. Ah, tu es le bienvenu. On est à côté de la maison de la télédétection. Voilà, parfait. D'autres commentaires dans la salle virtuelle? Non? Pas pour Ok. l'instant. Ben, passons à la salle principale. Ah, voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, c'est comme Nico, j'ai des milliards de questions en fait. Mais je vais juste rester plus sur celle technique. Donc, si j'ai bien compris, le VOD, c'est les deux antennes et finalement, tu as une mesure de l'estimation de l'humidité dans ton plot, c'est ça? Et du coup, tu parlais d'installation des dendromètres. On en a parlé aussi hier à Parakou. Il y a un truc qui m'a interpellée, c'est qu'en gros, tu as présenté un résultat où tu dis que tu as des liens entre ce que les dendromètres sortent et le VOD, c'est ça? Et tu mets l'accent du coup sur les flux de sève et le déficit en eau. Ça veut dire que vous avez des dendromètres qui mesurent aussi ça, parce que pour moi, dendromètre, c'est juste la l'histogénèse et la croissance secondaire. Enfin, en gros, vos dendromètres, vos flux de sève et vos tree water deficit, vous les avez mesurés comment? Est-ce que c'est aussi avec la fameuse Rolls-Royce des dendromètres dont tu parlais avant? Non? Non, les résultats que j'ai présentés, c'est une slide que j'ai reçue de Konstantin Schellenberg, qui est basé à la Max Planck Institute à Iéna. Et c'est lui, en fait, donc, en fait, Ben l'a rencontré, je crois, à une conférence. Et donc, lui, c'est son sujet de thèse. Donc, les résultats que j'ai présentés, il les a obtenus dans deux parcelles en Allemagne. Je ne connais pas les détails.
mais il serait la bonne personne à contacter. Enfin, j'ai pioché deux, trois slides dans sa présentation pour montrer le lien possible entre VOD et plutôt l'hydrologie de l'arbre et de la forêt, mais les détails scientifiques et techniques, je ne les connais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que les dendromètres, non, c'était des dendromètres comme les nôtres, des flux de sève, je crois que c'est des flux de sève classiques. Donc, Donc, je, plus de sève. ouais, donc les sap flow meters, je n'ai pas l'impression quand il me le présentait que c'était un instrument assez particulier, je crois que c'était assez Non, standard. non. Donc le comment, où est-ce qu'il y a des données en plus derrière, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, les dendromètres, ce ne sont pas les NatCon qu'on est en train d'installer maintenant. C'était des dendromètres, en fait le dendromètre de MPI, celui-là, euh, qu'on a testé mais qui rouille. On a mis des nouveaux cette année, on va essayer de mieux les protéger. Euh, Ça, c'est un dendromètre qu'ils ont développé eux-mêmes à l'Institut. Mais donc, non. Ok, merci. Et juste de manière un peu plus technique, du coup, moi, je connais les TOPS, du coup, qui mesurent vraiment l'accroissement secondaire, donc la production de bois, par rapport au troisième où tu disais qu'il y avait un budget significativement différent. Est-ce que tu sais vraiment d'un point de vue technique, qu'est-ce que c'est la différence là, entre le TOPS et le troisième que vous avez mis? Enfin, qui a l'air assez chouette. On va Euh, présenter trois. En fait, la réponse, c'est non, parce que Ok. en fait, ça mesure toujours la même chose. Je crois que c'est vraiment plus une question d'intégration, de fiabilité. Euh, Après, une différence majeure entre le TOMS, c'est qu'il fonctionne sur batterie avec une carte SD, tandis que le Natcon ou celui de MPI, ils sont câblés, donc on peut avoir les données en direct. Je crois que c'est vraiment plus une différence d'intégration. Après, peut-être qu'il y a aussi une différence de précision dans l'électronique à l'intérieur, hein. Mais ça, je ne connais pas les détails. Et Mais ce les serait données de intéressant de comparer corrélation. les données obtenues Ouais, au voilà. budget et aux spécifications, hein. Et vous allez les avoir, vu que je suis très curieuse, vous allez les avoir quand tu penses ces données pour comparer un peu Mais, les trois modèles? dès qu'on est reparti, a priori, quand on repart Ah ouais? fin de semaine, on Ok. a les premières données qui devraient tomber. Et les tomes, je crois que ça va un peu dépendre de l'agenda de Benoît ou d'autres personnes ici. Je crois qu'il était question d'en réinstaller d'ici la fin de l'année. Mais je veux pas m'avancer sur tes activités, mais je crois que c'était ça l'idée. Ce serait chouette. Euh, Oui, je sais. Ouais. Ok. ouais, parce que donc ceux que j'ai montrés qui sont installés sur l'app sont des anciens, mais je crois qu'il y en a des nouveaux aussi. Enfin bref. Mais ça, donc les données des Natcon et des MPI, on les streamera en direct. Les tomes, je crois qu'il y a déjà des données historiques. Il y aura peut-être des nouveaux qui vont être installés. Et enfin, oui, ce que je disais aussi par rapport au dendromètre, c'est que nous, notre focus ou notre expertise, elle est beaucoup plus dans les LIF, donc le LIDAR et les antennes GNSS. Et si on a apporté des dendromètres l'année passée et encore cette année, c'est pour pouvoir avoir cette complémentarité des données. Mais si il y a une volonté ici de réinstaller des dendromètres ou de développer, enfin, de les utiliser, nous, en fait, on est juste très content de rajouter nos dendromètres au pool de dendromètres ici. Après, si vous voulez les déplacer, les mettre sur des arbres plus intéressants, enfin, tout ça est possible. Mais en tout cas, de base, d'avoir déjà trois marques différentes pour pouvoir faire une comparaison en direct, ça nous semble assez pertinent. Et surtout, comme je disais, donc là, ce qu'on a, nous, sous contrôle, c'était le choix des instruments. Mais après, toute la partie installation sur l'arbre, il peut y avoir énormément d'erreurs qui sont induites là. Je ne suis pas expert. Je l'ai fait avec Benoît hier, du mieux qu'on pouvait. De nouveau, je crois que s'il y a lieu de faire des tests à ce niveau-là aussi. Pour nous, enfin, Benoît sait comment installer les deux types de rendemètres qu'on a apportés. Euh, N'hésitez pas à expérimenter avec. Ok. Merci beaucoup. Euh, pour ça, je vais prendre la slide. Je crois que la réponse, tu l'as par rapport à l'environnement direct. Là, on est à Paracou. Tu peux reconnaître les arbres autour de toi. Enfin, si tu allais te mettre dans la forêt à l'endroit où est le lit et tu tournais autour de toi, tu reconnaîtrais les différents arbres. Est-ce que tu peux de façon individuelle dire c'est celui-là, c'est pas celui-là? C'est plus compliqué. Si tu compares avec la situation en Espagne, à Majadas, où on avait ces chaînes individuelles, là, si on met un leaf, on peut de façon assez certaine dire que tout le signal vient d'un arbre, en fait.
C'est la grande différence bon, je prends deux extrêmes, entre Parakou et Mahadas, où on fait des mesures à l'échelle de l'arbre et peut-être plus de la parcelle. Euh, mais de nouveau, c'est aussi ici l'idée d'avoir donc digitalisé l'inventaire forestier. C'est en fait savoir les dendromètres qu'on a placés. On a aussi essayé de les placer à proximité des leafs et des antennes GNSS et sur les arbres les plus gros parce que ils sont doute qu'ils impactent le plus le signal VOD et mesuré par le leaf. Ouais, alors ça c'est. Non, ça c'est pas un leaf. Ça c'est Thea Kattenborns qui est basé donc à Freiburg et qui lui développe aussi beaucoup d'instruments. Et je peux refaire. Je vais essayer de le remettre en plein écran. Oups. Et ça, c'est juste sur base de caméras, en fait. C'est des petites caméras optiques. Euh, et après, c'est de la reconnaissance d'images pour déterminer l'angle. Et enfin, il était venu faire une présentation chez nous. Et donc, ça, c'est une des slides que j'ai extraites, je trouve assez intéressante. Euh, bah, il est notre partenaire, par exemple, au site ICOS de Freiburg. Mais il faut pas hésiter. Il a vraiment quelques publications assez enfin, super intéressantes sur le sujet. Si ça t'intéresse. Euh, je dirais qu'on a quand même un focus au sein de notre sous-groupe sur les forêts, et principalement ouais, au niveau des arbres. Mais comme je le disais, le drone hyperspectral, il est fort utilisé pour l'instant pour des mesures de carbone dans le sol. J'ai beaucoup de collègues qui travaillent plus sur des zones agricoles. On a d'autres personnes qui travaillent sur des tourbières. Mais donc, nous, on se concentre principalement sur des zones forestières. Ce serait une meilleure question pour Ben et Martine, mais ce que je peux dire, c'est que le budget qu'on utilise pour l'installation de tous les instruments, c'est le budget qu'a reçu Martine quand il a reçu sa nouvelle affectation, et c'est un budget sur 5 ans. Donc, je crois que dans un premier temps, on partait sur 5 ans, même si ben, les antennes GNSS, il n'y a pas de raison qu'elles tiennent beaucoup plus. Les leafs, ben, on se rend compte qu'il y a encore une certaine fragilité. Et bah, moi, en pratique, la façon dont je design les installations sur le terrain, c'est pour qu'elles durent, j'oserais dire, quand même, entre 5 et 10 ans. Parce que enfin, il y a cette volonté aussi de ne pas bricoler, quoi. Euh, Quelqu'un d'autre questions, commentaires? Moi, je voulais te remercier d'avoir mis les images des forêts en Extremadura. Ça m'a rappelé chez moi. Ben, merci beaucoup.